Avec le bloc 5, innovation méthodologique. C'est donc un bloc qui va explorer des approches qui repensent les méthodologies traditionnelles pour interroger les relations au territoire, aux matières et aux technologies. On va commencer le bloc avec David Saint-Onge qui a déjà été présenté tout à l'heure. Est-ce que tu veux qu'on relise ta biographie? S'il te plaît. Oui, c'est pas la même. J'ai remarqué, c'est pas la même. C'est plus long la même. Est-ce qu'on considère que... Oui. Alors, David a déjà été bien présenté. Alors, je vais continuer avec la biographie de Hélène Duval, qui est professeure associée au département de danse de l'Université du Québec à Montréal. Elle détient un doctorat en psychopédagogie et andragogie, éducation. Ses recherches et publications portent sur la construction identitaire des artistes enseignants-enseignantes, le processus d'enseignement-apprentissage en danse, l'enseignement à travers l'observation et l'analyse du mouvement, et l'accompagnement des dynamiques de création chorégraphique ainsi que les pratiques inclusives et l'inclusion sociale par la danse. Il y a un autre ainsi que sur la danse dans divers contextes intersectoriels et en robotique, en soins et en robotique. Excusez-moi, ça a été une phrase difficile à lire. Donc, on a Hélène et David qui vont nous parler de la construction des performances dessin par échange public, une étude sur l'expressivité et dessin robotique pour l'écriture chorégraphique. Merci. Merci beaucoup, Gabrielle, pour cette introduction. Merci aux organisateurs, organisatrices de nous permettre de partager des données sur notre construction dessin. D'ailleurs, dessin, c'est pour des essaims robotiques. C'est aussi pour les dessins, le tracé, laissé par les déplacements, et c'est aussi le dessin intention. Donc, David et moi avons des partenaires très précieux pour avoir mené notre projet de recherche-création dessin. Et on vous présente aujourd'hui un premier débroussaillage, en fait, d'une somme de données assez importante qu'on a récoltée auprès de 70 répondants volontaires parmi 300 personnes qui ont pu voir dessin au cours des 2 années 2022 à 2024. Alors, ce projet de recherche-création explore donc l'expressivité, prochaine diapositive, et c'est pour rendre les systèmes, en fait, plus lisibles, signifiants et esthétiques aussi. Alors, comme l'expressivité, c'est un phénomène qui est co-créé entre des robots non humanoïdes, donc abstraits, et des récepteurs, donc les publics, on a voulu les rencontrer pour vérifier s'il y avait justement ce phénomène d'ambivalence entre la lecture et l'intention qu'on avait. On a maintenu quand même cette idée d'aller les sonder pour justement voir si leur empathie kinesthésique, si leur perception était justement en accord ou non avec ce qu'on voulait faire. Donc, on vous présente ici les 3 types de robots avec lesquels on a travaillé. Donc, les zoïdes ou les sushis, qui sont des petits robots de table à 2 roues qui se déplacent sur une surface horizontale. Vous avez ensuite les doodles, qui sont des rovers avec des bras robotiques. Et vous avez les aéronefs ou drones, qui sont des drones au sein d'une structure en bambou. Vous avez aussi des extraits de matériaux recyclés, récupérés, qu'on a utilisés tout au long de notre processus de recherche-création. Et je vous en donne quelques exemples, là, des boiteux, des bâches d'emballage de bois, des tiges recyclées, des moules à fruits. Vous en verrez au fur et à mesure des vidéos que vous verrez tout à l'heure. Donc, à partir de ces éléments, on a opté pour 2 types de références. En fait, l'observation-analyse du mouvement, l'OAM, qui est un système d'observation-analyse du mouvement qui a été mis en système, en fait, par des collègues du département de danse de l'UQAM, Nicole Arbonnier et Geneviève Dussault, entre autres, et qui se base sur l'analyse de mouvement là-bas, mais aussi sur l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé. Donc, on a utilisé ce système pour analyser les mouvements de manière qualitative, mais on a aussi adopté la démarche en 3 étapes, qui consiste à recueillir les premières impressions subjectives, ensuite d'analyser les paramètres du mouvement qui se dégagent de ces impressions et éventuellement arriver à une construction de sens.
On s'est aussi basé sur une ontologie qu'on a mise en forme, celle de base pour la chorégraphie dessin en robotique et en automatisation que vous voyez à droite et qui est en publication chez Routledge dans un ouvrage qui s'appelle Robot Theaters. Donc, à partir de ces éléments-là, on a construit les dramaturgies et je passe la parole à David qui va vous parler d'éléments méthodologiques. Merci Hélène. Donc, ça a été un parcours de 2 ans, 2 ans avec 4 laboratoires de 2 semaines, 4 laboratoires pendant lesquels on avait plusieurs étudiants en génie qui venaient travailler avec plusieurs artistes, donc marionnettistes et experts de la danse, du mouvement expressif, pendant 2 semaines pour essayer de co-créer quelque chose à l'issue de chacune de ces résidences-là. L'objectif du point de vue de mon laboratoire était également pédagogique, d'amener ces étudiants-là en génie à repenser, à réfléchir à leur système robotique côte à côte, donc en collaboration, en co-création avec les artistes dans ces ateliers-là. Puis après ça, ils retournent au laboratoire, ils travaillent encore les mêmes systèmes robotiques, mais pour leur projet de maîtrise ou doctorat qui est, disons, plus traditionnel en ingénierie, mais avec une vision un peu différente, ou en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Ça nous a permis donc de faire des rencontres de public dans chacun de ces laboratoires-là. Et comme l'expliquait Hélène, ce dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est principalement ce processus-là où on a rencontré les publics, on a sondé les publics, donc on avait différents questionnaires qui nous permettaient de sonder les publics sur des questions sur des questions quantitatives, avec une échelle d'appréciation sur différents éléments qu'on voulait tester. Mais également sur du qualitatif, donc entre autres avec des rondes de discussion sur lesquelles on avait des comptes rendus. Et tout ça, on pouvait le réinvestir d'un laboratoire à l'autre pour essayer d'explorer l'expressivité des systèmes robotiques. Le cœur de ce projet-là, c'est vraiment de partir des systèmes robotiques, d'explorer c'est quoi leur potentiel expressif, plutôt que de partir d'une image, d'un concept, d'une théorie qu'on souhaiterait appliquer au système robotique. On partait vraiment de la matière, du système robotique lui-même, puis on explorait avec les publics quel genre d'image en sortait, quel genre de caractère expressif en sortait. Donc, on avait besoin de ces données-là. Donc, ça, c'est des exemples de questions. On avait certaines plus positives, certaines plus négatives, certaines qui étaient plus liées à des dispositifs scéniques. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais on va vous passer au travers des 4 principales restitutions publiques. On va vous passer certains des retours du public qui ont été directement réinvestis. Et donc, la première restitution, tout début du projet, on était vraiment dans un mode où on avait des équipes d'étudiants et d'artistes qui étaient divisés. Donc, chaque essaim avait son équipe, chaque essaim avait ses ingénieurs et ses artistes. On travaillait complètement séparés, ce qui a mené à des dispositifs aussi complètement séparés, donc carrément un isoloir autour des zoïdes pour avoir une relation intime avec ces petits robots de table-là. Les Crazy Connie, donc les aéronefs, ceux-là étaient enclavés dans un système de capture de mouvement pour des raisons techniques de haute fréquence nécessaires pour leur contrôle. Puis les Doodle étaient empêtrés volontairement dans plein de journaux qui étaient répandus sur le sol et devaient essayer de se dépêtrer un peu de ça. On était beaucoup dans le pilotage manuel, l'exploration la plus facile avec les systèmes robotiques à ce moment-là. On a extrait certains mots-clés qui sont ressortis des questionnaires et des discussions, notamment pour travailler 5 aspects en fait que vous voyez là. On a travaillé sur les mises en scène et intentions. On a travaillé aussi sur l'habillage et la scénographie. On a travaillé sur les comportements émergents surtout et de localisation. On a travaillé sur les aspects sonores et sur la médiation. Donc, on ne pourra pas traiter les 5 aspects pour chacun des laboratoires, mais ce qu'on voulait mettre en exergue ici, c'est que suite à l'enchaînement qu'on a fait lors de notre premier laboratoire, on a enchaîné toutes les performances installations, on s'est dit que pour le deuxième, on allait pour des besoins de compréhension des publics, travailler en stations qui sont devenues après des installations performatives. Et c'était en fait un besoin qui avait été émis par le public pour faire des stations au lieu de tout enchaîner. Je vous donne seulement cet exemple-là pour ça. Et puis, on a rejeté complètement le papier. On avait eu une commandite du devoir, mais comme le papier journal était très connoté comme élément recyclé, on l'a rejeté pour aller vers la recherche d'autres objets.
prendre la deuxième restitution. Ouais, vous voyez quelques exemples ici, je passais rapidement. C'est là qu'on a commencé à intégrer 2 autres essaims. Donc, on avait nos 3 essaims robotiques, mais on a commencé à intégrer davantage les essaims humains, donc l'essaim technique artistique, l'équipe finalement de co-création, puis l'essaim des publics. Donc, on a explosé un peu l'espace, puis on a fait en sorte qu'il y ait vraiment une interaction directe entre les différents systèmes robotiques, puis les performeurs ou le public. Encore une fois, beaucoup de téléopérations ici parce qu'on est en train d'explorer un peu la relation entre les systèmes robotiques puis leur environnement ou les essais humains dans leur environnement. On a voulu à ce moment-là, en fait, voir que lorsqu'on avait fait improviser les publics, on voyait qu'il y avait une interaction et une proximité qui pouvait se créer entre les humains et les druides en particulier, et que toutes les interactions, les impressions, c'est-à-dire reliées à la bio-inspiration, étaient notables. Alors, on a intégré donc certains renforcements de ces images-là dans l'environnement par les éléments recyclés, un cocon, un nid, des naissances de zooïdes, mais on a toujours voulu quand même garder tout l'espace pour la subjectivité des publics, pour qu'ils puissent faire leur propre interprétation subjective. Donc, ça a été important pour nous aussi de garder la médiation, mais de l'amener pour la troisième restitution, d'amener les éléments de médiation seulement à la fin. Vas-y, David, pour le dernier. Oui, la troisième restitution, donc on était principalement, donc le grand changement était très technologique aussi, donc là on avait vraiment des systèmes complètement autonomes qui se baladaient de façon complètement autonome dans l'espace avec un système de localisation qui pour les besoins du spectacle a été complètement repensé pour permettre à tous les systèmes robotiques finalement de cohabiter dans le même espace avec le même système de localisation et d'échanger entre eux les informations pour pouvoir déployer différents comportements. Le cœur du mouvement qui est utilisé dans chacun des essaims, c'est des comportements en essaim, donc des comportements décentralisés qui sont basés sur des actions ou des règles très simples. Donc, on a les mêmes comportements qui sont répétés sur chacune des plateformes robotiques en essaim dans cette restitution-là pour la première fois. D'autres mots-clés qui sont ressortis, vous voyez toujours les associations un peu bio-inspirées, mais aussi cette idée de fil conducteur qui nous a amené à tout suspendre et à amener en mobilité. Donc, on avait 5 essaims. L'essaim public, l'essaim de notre équipe, d'une vingtaine de personnes, et les 3 essaims robotiques. Comme le temps avance rapidement, on va aller vers peut-être la restitution finale est en continuité avec nos laboratoires, mais peut-être conclure sur l'analyse quantitative, parce qu'on avait quand même... Oui, la restitution finale, donc on est venu mettre, bien solidifier finalement les différents tableaux, les différentes images, puis travailler la dramaturgie dans l'espace pour pouvoir faire les présentations au Festival Castelier. Donc on a eu 5 performances, installations dans le cadre du festival, encore une fois avec une possibilité de sonder les publics. Donc ça, c'est une partie de l'analyse quantitative. Encore une fois, on a utilisé le quanti puis le qualitatif à chaque sortie de résidence. On a énoncé les grandes lignes là, en passant d'une à l'autre. Mais donc, il y a énormément de données qui nous ont été extrêmement utiles pour pouvoir déterminer, à partir des retours du public, directement sur notre exploration, ce qui pouvait être utilisé. On a vu dans les données quanti qui étaient présentées juste avant que finalement, dans les premiers laboratoires, on avait une grosse variabilité des réponses, donc pas vraiment de cohérence dans les réponses des participants sur différents facteurs extrêmement sensibles de l'expressivité et de leur perception. Et tranquillement, donc, on finit par avoir une compréhension qui se raffine, donc une diminution de la distribution des réponses, puis bon, une augmentation de certains critères qu'on souhaitait par exemple, que les robots sont perçus de plus en plus sympathiques, etc. Il y a une différence ou une donnée qui va dans un autre sens, c'est vers la dernière présentation, les zooïdes, on a volontairement poussé la partie abstraite, donc on est allé beaucoup plus vers des installations abstraites et contemplatives dans cette installation-là. Donc là, on commence à avoir un peu moins de lien avec la construction de sens sur les zooïdes, parce qu'on est dans un dispositif qui a évolué vers quelque chose de beaucoup plus abstrait volontairement. Comme il ne nous reste plus de temps, je veux juste conclure en disant que l'apport des publics a été très précieux.
parce que ça a été des partenaires, en fait, pour mieux comprendre même ce qu'on faisait nous-mêmes. Et aussi, c'est un réel partenariat qui nous a soutenus tout au long de notre processus de création. Et aussi, en conclusion, on aimerait dire qu'on va reconduire cette méthodologie qui nous a été très éloquente vers un autre projet, mais qui va s'intégrer dans un autre contexte. Alors, on vous remercie. Oui, pour ceux qui s'intéressent aussi de le voir en action, j'ai un de mes étudiants qui a préparé une démo aussi, donc au A1318, donc dans le pavillon A au premier étage, seulement sur les zoïdes, donc une petite salle qui est une salle normalement de réalité immersive qu'on a reconvertie pour faire une démo des zoïdes. Il y a des affiches pour vous conduire jusque-là si vous voulez. Il va être là de 5 à 6h30 à peu près. Si vous pouvez rentrer quand vous voulez, la salle va être ouverte juste pour voir ces petits robots-là en performance. On continue. C'est parfait. Aujourd'hui, en ce moment, oui, de 5 à 6h30 tout ça après. Ouais. Merci. Merci beaucoup. C'était quand même un défi d'être 2 personnes sur le 12 minutes. Fait que félicitations. Là. Alors, je vais inviter Florence. Oui, bien, on a le même jeu pour tous à peu près, on essaye. Donc, Florence se joint à nous. On a donc Florence Boucher qui, d'abord, je vais vous en parler un peu plus, n'est-ce pas, de l'Université Concordia. La démarche de création de Florence Boucher est informée par la recherche qu'elle poursuit dans le cadre d'une maîtrise en design. Elle s'intéresse à la relation profonde et soutenue que l'on crée avec les espaces sauvages urbains. La marche, le glanage, l'observation sensible, la création avec des matériaux récoltés sur le lieu agissent comme principale méthode d'engagement pour la création d'une relation de proximité avec le paysage. Cette approche, inspirée du land art et des pratiques d'artisanat, permet d'envisager, par l'art et par le design, des futurs où l'humain est décentré et où la ville aspire à une meilleure coexistence avec les plus qu'humains. Les résultats de son travail sont, la plupart du temps, des surprises. Excusez-moi. Et sont des surprises comme la fin de cette biographie. Je suis désolée, je trouve plus la page, je sais pas ce qui se passe. Voilà, je trouve que si Florence me permet, ça pourrait être là. C'est parfait, c'est une surprise. Et donc, on va poursuivre sans plus attendre avec l'ethnographie sensorielle au champ des possibles. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord, merci à Hexagram pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Puis comme je suis à l'aube de ma vie académique, ça fait vraiment du bien d'être ici, autant de partager que de recevoir puis d'être inspirée. Donc, voilà. Je voulais juste commencer avec une reconnaissance territoriale, en fait, là, parce que la démarche que j'ai est une démarche qui se veut anticoloniale. Donc, c'est avec respect et humilité que je débute cette présentation en reconnaissant que le terrain vague sur lequel je réfléchis et que je crée est situé en territoire autochtone n'ayant jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles je vis. Leurs soins portés au territoire pendant des millénaires, leur résilience et leur connaissance permet aujourd'hui à une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples de vivre à Tiohtià:ke-Minian. Puis en tant que personne issue de la colonisation, en fait, l'approche que j'ai dans ce projet-là, c'est de stand with, en fait, c'est d'élever des voix de chercheuses autochtones, mais dans une posture d'immense humilité. Donc, le récit que je vous amène aujourd'hui est assez personnel, c'est un récit qui est vulnérable, c'est un récit que j'ai, en fait, dans lequel j'ai enlevé le caractère ultra académique. Là. J'avais envie de parler, en fait, de ma démarche sensible d'abord. Donc, j'ai compris assez jeune que le monde n'était pas conçu pour des grandes sensibles comme moi. À l'école, à la maison, les déversements d'émotions n'avaient pas leur place. Je me sentais toujours prise dans la rapidité du quotidien, ça me faisait sentir loin de moi. Puis un rien arrivait constamment à me faire chavirer. Donc, cet être au monde hypersensible a d'abord amené des difficultés dans ma vie, je dirais des obstacles. J'ai souvent senti que j'étais en marge, autant à l'école qu'au travail. Je me suis longtemps demandé ce qui faisait que je n'étais pas capable de me sentir bien, par exemple, dans une salle de classe super brillante le matin. Puis au fil du temps, je me suis convaincue en fait que j'étais pas faite pour les structures traditionnelles de travail et d'école, puis que j'avais pas ma place à ces endroits-là. Puis ça sonne super triste, mais je trouve ça vraiment bien. Puis, en fait, la pandémie est arrivée pour moi là, comme un immense baume. Je finissais mon baccalauréat en design industriel, puis à ce moment-là, j'ai pu prendre le temps de souffler un peu,
Puis j'ai réalisé en fait ce qui était important pour moi, puis c'est tout simplement une vie de lenteur, puis de connexion avec l'extérieur, une vie où je peux passer le plus de temps possible dehors. Donc être dans une pièce pas de fenêtre pendant toute une journée, c'est un bon challenge pour moi. Puis à ce moment-là, j'ai aussi beaucoup pensé à mon enfance. J'ai passé beaucoup de temps en Gaspésie quand j'étais petite. Puis c'était les meilleurs moments de ma vie, en fait, là, quand j'allais cueillir des framboises avec ma grand-mère, quand j'allais observer des escargots pendant les jours de pluie, ou quand, des années plus tard, j'allais fumer une cigarette en cachette de mes parents au milieu du cap avant que la marée remonte. J'ai réalisé que la sensibilité qui me composait me connectait énormément à l'extérieur, comme en quelque sorte mes sens sont suraiguisés. J'entends beaucoup, je vois beaucoup, je remarque beaucoup, puis dans les paysages naturels, en fait, j'ai envie de décupler cette sensibilité-là. J'ai comme soudainement envie de tout saisir, de tout comprendre. Je me sens pas envahie, en fait, par ce qui vient à moi. Je me laisse plutôt bercer. Puis parce que j'étais en ville pendant la pandémie, malheureusement, je me suis mise à marcher pendant des heures et des heures, à la recherche d'espaces naturels, d'espaces sauvages, d'espaces qui pouvaient me rappeler le plus possible le bord du fleuve. Puis j'ai développé une affection immense pour les terrains vagues ou les friches industrielles, qui sont des terrains abandonnés, soit parce qu'ils sont trop contaminés ou parce qu'on a juste fini de faire ce qu'on voulait faire, d'extraire ou d'excaver. Mais ces endroits-là sont réappropriés par des communautés immenses de plantes, de champignons, de micro-organismes, d'animaux, d'humains aussi, comme de naturalistes. Puis j'ai commencé à m'intéresser à ces espaces qui sont en marge, puis à toutes les formes de vie qui y habitent, puis à la façon dont je pouvais créer en relation avec elles. En fait, je me suis intégrée à des groupes de recherche et de création dans ces lieux-là, un peu instinctivement. Puis ensuite, un autre grand moment de réflexion pandémique, parce que c'était pas déjà assez intense, portait sur ma réponse à faire du design industriel. C'est la formation que j'ai reçue, dans un monde qui semble s'écrouler. Puis j'avais pas envie, en fait, de créer des chaises et des ventilateurs dans un monde où je sens qu'on a déjà tout ce dont on a besoin. Puis je me suis demandé, en fait, si le design ne pouvait pas avoir un rôle à jouer dans la préservation des terrains vagues, puis de ces espaces-là complètement magiques. Puis je me suis demandé s'il pouvait veiller à la pérennité de l'écosystème sauvage urbain, à sa façon qu'il a d'envahir librement le terrain, de briser les règles. Alors que moi-même, j'avais envie de défier les normes traditionnelles de design, le terrain vague incarnait parfaitement ce refus-là de se laisser aménager. Puis j'ai décidé de travailler au Champ des Possibles, qui est un terrain vague du Mayenne, tout simplement parce que pour ma recherche, j'avais envie de développer une relation profonde avec le lieu, puis c'est un endroit que je fréquente depuis que je suis toute petite, en fait. Donc le choix est venu comme ça. Donc, en allant à la rencontre du terrain vague, j'ai compris que ma sensibilité pouvait devenir une force, qui me permettrait de porter une attention sur ce qui m'entoure pour comprendre, pour le réfléchir. Cette sensibilité-là est devenue un vecteur de soins, d'écoute. J'en ai fait la qualité centrale à mon travail. Je l'ai célébrée en l'élevant comme méthodologie pour tous mes projets de création et de recherche. Puis en m'alliant à elle, j'ai compris qu'elle me permettrait de comprendre les paysages au-delà de l'intelligible. Donc, pour arriver au terrain vague puis y réfléchir, avant même de me pencher sur des gestes de design, j'avais besoin d'entrer en contact avec lui profondément. Je voulais bâtir une relation de proximité qui serait sur le temps long. Je voulais lui poser des questions auxquelles il ne pourrait pas me répondre en mots. J'avais envie de comprendre les présences plus qu'humaines en les approchant autrement qu'en les répertoriant froidement. Puis je voulais adopter aussi une posture d'humilité, de réciprocité, de venir me mettre au même niveau en fait que les choses que j'observe. Puis, en fait, j'ai quand même décidé de suivre la tradition de la recherche plus anthropologique en design. Puis je me suis beaucoup intéressée à l'ethnographie sensorielle en fait, comme grand ancrage méthodologique, par lequel j'ai pu me tisser une sorte de courte pointe de méthode de recherche terrain qui me permettrait de témoigner d'expériences, de connaissances qui ne peuvent pas se traduire en mots d'humain. Je suis allée chercher une compréhension du vivant et du lieu par une multitude de méthodes sensorielles et incarnées. Donc, il y avait la dérive active, l'écoute profonde des paysages sonores, l'inventaire sensible, puis tout ça est passé par la prise de son, de vidéos, d'images de microscope, des itinéraires, du glanage, de la création in situ.
Fait que j'ai vraiment comme accumulé les méthodes d'engagement pour être avec le lieu puis pour comprendre ce qui s'y passait. Puis ces méthodes-là sont arrivées en fait de façon instinctive dans le processus, d'où la courte pointe de méthode qui me servait vraiment à avoir des choses dans lesquelles puiser quand j'étais dans le lieu parce que je ne voulais pas prescrire le processus de recherche en fait. Je ne voulais pas avoir un contrôle sur ce qui allait se passer. Puis l'analyse de cette recherche-là, en fait, ça a été un peu compliqué de comprendre comment j'allais en fait retirer du sens intelligible pour la recherche. Puis j'ai commencé à écrire dans un journal, en fait, instinctivement. Puis finalement, le journal est devenu comme l'analyse simultanée de mon ethnographie sensorielle. Puis quand, en fait, on décortique ce genre de matériel de recherche-là, ça n'arrive pas aussi clairement que quand, par exemple, on code une entrevue avec des humains, on sait à peu près comment on veut fonctionner. Puis là, cette fois-ci, l'analyse des dimensions expérientielles, imaginatives, sensorielles et émotionnelles de l'ethnographie doit passer par un processus intuitif, parfois désordonné. C'est Sarah Pink, dans Doing Sensory Ethnography, qui a écrit ça. Puis, dans le fond, interpretative understandings cannot be separated from the ethnographic encounters from which they emerge. Donc, la compréhension se fait à même le lieu, à même l'ethnographie sensorielle, puis n'est pas séparée du terrain de recherche, en fait. Donc, quand j'ai débuté ma recherche, je me suis accompagnée d'un petit micro, une enregistreuse portative avec des petits cheveux, puis j'ai mis des écouteurs, je me suis dirigée dans l'espace comme si j'étais une totale inconnue avec l'endroit. Puis je suis arrivée à percevoir des sons avec une précision qui dépassait vraiment les capacités de mon oreille puis qui me permettait d'entrer en contact d'une autre façon. Puis j'ai procédé à des marches sonores, en fait dans l'espace, en me plaçant à des endroits différents, en posant une enregistreuse au milieu des herbes, par exemple. Puis j'ai enregistré toutes sortes de textures. J'ai découvert une communauté de criquets. Je connais bien ce terrain-là, mais je ne savais pas à quel point il y en avait. Puis ça, c'était clair que c'est ça qui se passait. La caméra vidéo m'a beaucoup aidé en fait à faire un peu le même mouvement que l'enregistreuse. Le zoom me permettait d'accéder à des échelles différentes en magnifiant l'image. Je pouvais observer l'assemblage végétal, mais aussi les déchets, des tout petits mouvements. Je me suis rapetissée, en fait. Je suis allée à des endroits où je ne pouvais pas aller moi-même avec l'enveloppe physique que j'ai. Et par la récolte aussi, j'ai dressé un portrait de la matérialité du lieu, parce que le terrain vague, en fait, c'est un endroit particulier. Plutôt qu'un endroit bien aménagé, contrôlé, où il y a des gens qui viennent ramasser les débris, le terrain vague accueille les débris, des vestiges de ces vies d'avant. Puis ces débris-là envahissent le vivant, puis créent ce que j'appelle une sorte d'écosystème hybride nature-déchet. Donc, c'est ça, je me suis beaucoup attardée à la matérialité du lieu aussi. Puis toutes ces explorations-là, toutes ces méthodes d'engagement-là sont arrivées à des sortes de... Je suis arrivée à des constats, en fait, après chacune de mes sessions d'ethnographie sensorielle, dont, par exemple, des stations d'interprétation du terrain vague, des stations d'écoute, des lieux de la biodiversité sensorielle, comment on pourrait faire asseoir les gens, les faire regarder longtemps. J'avais envie de mettre en valeur aussi le déchet, conscientisé par sa matérialité. Il y avait beaucoup de choses à retirer aussi dans les passages, les textures de chemin désir qui se créent naturellement parce que les gens passent. Puis valoriser les communautés vivantes aussi pour convaincre à des méthodes douces de décontamination parce que le terrain pourrait être excavé pour être décontaminé puis vendu, ce que beaucoup de gens ne veulent pas. Donc pour finir, en fait, cette synthèse-là ont formé un point d'entrée pour mon projet de création. Après avoir exploré des méthodes sensorielles puis incarnées pour comprendre le lieu et créer des relations, j'avais envie de voir le potentiel qu'avaient ces approches-là pour la pratique des pratiques relationnelles du design. Puis il y a un projet de création a pris forme que je ne vous montre pas aujourd'hui, mais j'ai créé en relation avec le vent, je me suis intéressée à comment créer des instruments en fait, qui pouvaient jouer avec le lieu, des instruments musicaux. Mais ce sera pour une autre fois. Puis voilà, en commençant la maîtrise, en fait, j'avais l'impression que ces approches-là qui investissent la sensibilité m'amèneraient à connecter avec une autre forme de design qu'on m'a pas appris à l'école, en fait. Je me suis comme créé une démarche sur mesure qui me permettrait d'aimer ma pratique, d'en faire une pratique qui me donne envie de m'engager, en fait, puis que j'aurais aussi, que j'aurais eu envie qu'on m'enseigne à l'école. Puis je voulais, sur cette citation-là de Donna Haraway, qui résume bien, en fait, mon approche par rapport à mon travail, je
je vous laisse la lire parce que mon anglais n'est pas fameux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va terminer ce bloc avec Catherine Damour, que j'invite à s'avancer. Et pendant ce temps, je vous parle de Catherine de l'UQAM. Donc, Catherine Damour est designer multidisciplinaire et professeure à l'école de design de l'UQAM, où elle s'investit dans l'axe design social et pratique responsable en design graphique et expérience visuelle. Elle poursuit des recherches dans le cadre desquelles elle s'intéresse au design comme outil pour répondre aux défis environnementaux, sociaux et économiques, avec un intérêt particulier pour la réconciliation de la technologie et du vivant dans une perspective post-humaniste. Son travail a entre autres été présenté au Centre Phi et au IDFA Festival à Amsterdam, et certaines de ses œuvres figurent dans la collection permanente du musée Pointe-à-Caliart. Catherine Damour a également laissé sa marque dans le milieu du design professionnel, notamment à la direction du collectif Point Barre, à la co-direction du studio Nouvelle Administration, ainsi qu'à la réalisation d'expériences interactives chez Moment Factory, en plus d'avoir travaillé comme pigiste pour de nombreux studios. Et enfin, l'excellence de ses contributions dans ce domaine a été reconnue par plusieurs prix en design graphique, tant au Québec qu'à l'étranger, notamment au concours, je ne sais comment le prononcer. Pas très grave. Bon, plusieurs concours. C'est fait partie, enfin, du laboratoire d'expérimentation typographique et interdisciplinaire TAO, c'est bien ça? TAO. TAO, ben, c'est ça, TAO, merci. Et où elle mène le projet de recherche subventionné, les cycles biomimétiques. Merci Catherine. Merci. Voilà. Bonjour, d'abord, je suis vraiment contente d'être ici. Merci à Hexagram d'avoir initié ce magnifique colloque. Je veux d'abord dire merci parce que ce projet-là, c'est pas fait tout seul, puis c'est vraiment une petite photographie d'où j'en suis rendue en ce moment, donc c'est vraiment un bout microscopique de tout ce qu'on a fait dans la dernière année. Donc, je veux remercier Émile Parent, Sandrine Bergeron-Routier, qui sont des auxiliaires de recherche, sans qui ce projet-là n'existerait pas. Je veux également remercier le département de géologie de l'UQAM avec qui je travaille. Donc, ma recherche est située, pour moi, c'est très important de me présenter. Donc, je suis maman, designer transdisciplinaire et nouvellement professeur-chercheur à l'école de design de l'UQAM. Et comme je travaille avec le territoire, moi aussi, c'est important de reconnaître que ce territoire n'a jamais été cédé. Il a accueilli différentes nations. Nous nous trouvons actuellement sur les terres Tiohtià:ke de la nation Kanien'kehá:ka, qui a vu à travers le temps de nombreux moments d'échange et de partage. Lorsque je travaille sur cette terre, c'est avec grand respect des premiers vivants qui étaient ici bien avant moi. Alors, j'avais envie de vous présenter cette recherche-là d'une façon un peu différente, alors je vais vous lire mon récit, qui est le mien, qui est à travers ma perspective, mais bien sûr qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec moi. Je sais qu'il est nécessaire de tracer les contours de nos recherches, plus précisément ici de ma recherche-création, même si cet exercice bien cadré académiquement me semble parfois loin du processus, presque étranger à la manière dont mon travail prend vie. Pour vous parler de ce projet, je dois vous parler avec ce que mon corps a ressenti, avec ce que mes mains ont appris. Et cet apprentissage a commencé il y a plusieurs années. J'ai grandi sur les côtes du Saint-Laurent, à Trois-Pistoles. J'ai appris la langue du vent, des marées, des cycles de la lune. L'Eider à duvet m'a appris à chanter. Je me suis déployée dans le monde par la langue de la terre. J'ai choisi le design, et plus particulièrement le design graphique, pour explorer les mises en récit. La typographie, la forme de la lettre et les mots m'ont permis de construire des ponts entre ce qui cherche à être dit et l'autre. Puis comme beaucoup d'entre nous, j'ose imaginer, je me suis penchée sur les chiffres du GIEC, sur les courbes des nombreux graphiques qui montrent l'accélération de la blessure de notre Terre. Elle traverse une saison de bouleversement. Elle est malade. Mais les informations qu'on nous partage à son sujet sont faites dans une langue qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne parle pas. Est-ce que ces mots trouvent leur chemin jusqu'à nous? Cette terre nous parle. Les glaciers qui contiennent la mémoire ancienne du monde se défont lentement. Sous l'œil des satellites, les traces du froid reculent et avec elles, la promesse d'une stabilité que nous pensions acquise. C'est une partie de notre histoire, de notre sol, de nos appartenances qui se fissurent et qui se fracassent. J'observe ainsi la disparition d'un langage, celui du vivant, celui du temps long. Le design graphique m'a appris à chercher des formes qui portent le sens. Il m'a appris à tendre des fils entre ce qui est dit, ce qui peut être compris, à offrir des clés pour habiter ce monde. Ces mêmes outils peuvent-ils me permettre de redonner une voix au vivant?
comment le design graphique réancré dans la matière et le territoire peut-il devenir un geste d'écoute et de partage? Je questionne donc ma relation à la matière et à la manière de raconter. C'est Rosi Braidotti, philosophe contemporaine et théoricienne du féminisme, qui a écrit « Une approche néo-matérialiste ne rejette pas l'importance du langage, de la signification ou de la construction de sens, mais remet en question les limites imposées par le tournant linguistique. Face à la matérialité dense et douloureuse de la crise environnementale actuelle d'une part, et aux effets de division sociale engendrés par les nouvelles technologies d'autre part, les féministes post-humanistes soutiennent qu'un nouveau matérialisme s'impose avec urgence. Le matérialisme repose sur l'idée d'un être incarné et enraciné. Il s'agit d'une philosophie de l'immanence et du réalisme qui considère la matière comme vitale, intelligente et capable de s'organiser par elle-même. En d'autres mots, j'en comprends que le langage et le sens qu'on lui donne ne suffisent plus pour comprendre la saison dans laquelle nous sommes. Il nous faut reconnecter avec la matière, mais il me semble que pour le faire, dans une posture qui s'éloigne de l'extractivisme, il me faut reconsidérer ma place. Reconnaître le monde dans lequel je m'inscris. Robin Kimmerer, professeur associé en biologie de l'environnement et des forêts à la State University of New York, souligne « C'est en nommant que nous, les humains, construisons des relations non seulement entre nous, mais aussi avec le vivant. » Comment vivre en ignorant le nom des végétaux et des animaux qui nous entourent? Au fur et à mesure que la domination humaine sur le monde s'est accrue, nous nous sommes davantage isolés. Nous sommes devenus encore plus solitaires lorsque nous n'avons pu su nommer. Ma pratique de designer m'éloigne de cette posture. Je ne m'étais jamais penchée auparavant sur la connaissance de la fibre, des pigments, ni des noms qui leur sont associés. Je ne connais pas non plus leur provenance. La matière avec laquelle je travaille reste anonyme. Pourtant, elle a pris vie quelque part dans le ventre de la Terre. Je suis isolée dans une production qui ne la reconnaît pas. C'est Arturo Escobar, anthropologue américano-colombien, professeur émérite d'anthropologie à l'Université de la Caroline du Nord, qui avance en résonance avec mes constats que toute pensée des transitions, du changement dans la pratique du design, doit d'abord s'accorder au rythme de la Terre. Selon lui, l'une des seules voies viables de l'humanité pour emprunter un changement, c'est de penser avec la Terre-Mère et non contre elle. Je suis là, il me semble. Je cherche à imaginer une mise en récit qui sort des cadres hégémoniques. Je cherche le langage qui émerge de l'expérience, qui est poreux, qui m'invite et qui invite l'autre à vivre, à ressentir, parce que vivant. La matière me raconte, le geste me permet l'écoute. Je suis entrée dans le design graphique par les mots, comme je le disais. J'ai appris à maîtriser la composition, les différentes façons de communiquer, le besoin de créer des liens. J'ai appris à assembler les signes et la signification. Par contre, plus j'avance, plus je réalise que le langage de la Terre ne semble pas résonner avec ces méthodes. Elle respire, elle s'effrite, elle appelle d'autres formes de dialogue. Il devient donc impossible d'avancer de la même manière. Je dois écouter ce qui cherche à émerger avant même d'être formulé. Le geste, la matérialité et la relation au vivant sont au cœur de ma pratique et deviennent des actes de design à part entière. Je dois connaître l'environnement dans lequel je m'inscris et dans lequel le design prend vie. Je dois connaître le nom des corps avec lesquels je m'exprime et qui s'expriment à travers moi. J'ai quitté l'espace clos et sa lumière bleue. Je me suis installée entre le fleuve et la montagne, entre le lac et la ligne d'horizon. J'ai marché pendant des heures, j'ai observé pendant des heures, j'ai écouté la terre pendant des heures. J'ai vu son mal-être, les oiseaux qui berçaient mon enfance se sont tus. Je ne trouve plus les mêmes récits dans ces endroits qui me sont pourtant si familiers. Je sais que cette mémoire est inscrite quelque part. La terre la porte. Je m'assois sur le sol, je pose mes mains pour sentir la vibration. C'est un sol terreux, marqué par les influences marines et glaciaires. Après le grand retrait de la mer de Goldway, d'épais dépôts d'argile se sont formés. Si je creuse un peu, il y a de l'argile, pratiquement à la surface. La terre me répond, elle me parle, elle communique avec moi. Je la récolte avec mes mains, cette terre habitée de mémoire ancienne. Mon journal de bord est rempli de mots. D'abord, ces mots font aucun sens, mais plus j'y pense, plus
Mes journées passées à l'extérieur leur en donnent. L'immersion dans le territoire m'amène à réfléchir autrement. L'observation et l'écoute ouvrent un espace pour entendre la pluralité de ce qui nous entoure. Quelques phrases émergent, des pensées qui réclament d'exister. Je crée des outils, j'en détourne d'autres. L'argile doit être patiemment filtrée puis laissée au repos jusqu'à ce que l'eau doucement s'évapore. Ce temps suspendu tranche avec les rythmes qu'on m'a appris dans ma pratique. Il m'apprend une autre manière d'être au monde. J'adapte ce que je connais pour laisser la matière parler. Puis j'imprime, c'est ce que je sais faire. Imprimer avec une matière qui dit et qui vit à travers mon expérience, L'impression 3D me permet de sculpter des caractères et de donner une forme au dialogue qui est né dans le silence. La technologie ne s'impose pas entre mes mains et la matière, elle nous aide, elle nous fait collaborer. C'est une manière d'imaginer une autre relation aux technologies, peut-être même une possibilité d'alliance. Je ne tiens pas à ce que le récit dure dans le temps, je veux entrer en dialogue avec l'endroit où j'ai cueilli l'argile. Je veux communiquer avec cette terre, lui dire ce que j'ai entendu. Un geste de soin, un geste d'écoute. La typographie tente de retrouver son pouvoir d'agentivité pour accompagner ce qui vit, ce qui se transforme, ce qui se défait, ce qui renaît. Je ne cuis donc pas l'argile, elle est crue. La permanence n'est plus un objectif à atteindre. Le cycle fait partie de la création et la création commence au sein du vivant. La méthode avec laquelle j'avance, je la nomme recherche-territoire. Ce territoire est co-créateur et porteur de récits. Je crée avec lui, pour lui. La pratique du design se déploie en relation avec le monde naturel dont il n'est pas dissocié. L'immersion est au cœur du processus. J'engage une relation de réciprocité avec la matière et le vivant. Je nourris un dialogue avec leur agentivité. L'artefact s'inscrit dans la temporalité propre au territoire et participe à l'écosystème. L'argile a été cueillie là où elle reposait depuis sûrement très très longtemps. C'est à ce même endroit que les caractères imprimés sont déposés. Avec la pluie, le vent, le passage des saisons, l'argile se défait doucement et retourne à la terre, sans laisser de traces. Le récit est commun, nous sommes l'histoire à raconter. Je l'ai appelé recherche-territoire. Dans nos contextes académiques, nous parlons de méthodologie. Je la nommerais plutôt manière d'entrer en relation. Créer un caractère typographique qui porte encore la mémoire du lieu, sous la pluie, sous le vent, tout revient. La matérialité m'enseigne ce que les livres ne m'ont jamais appris. Le vivant ne se traduit pas en forme figée. Il faut donc accepter d'être déplacé, transformé, altéré par ce qui nous entoure. C'est laisser l'argile parler autant que moi, c'est écrire avec et non sur, comme vous disiez tout à l'heure. Ce que je partage à la terre, à l'autre, à tous ces corps vivants, c'est que je sais maintenant écouter. Et que c'est peut-être finalement le plus grand geste de design qu'on puisse poser, l'écoute. Aujourd'hui, mes pieds s'élargissent dans le sol. Je ne distingue plus vraiment où finit mon corps et où commence la terre. Tout ce qui circule en moi et autour de moi semble fabriqué d'une seule matière. Même si nous ne la voyons pas toujours, elle constitue nos liens dans la chair du vivant, dans l'épaisseur du monde. Quand les corps vivants se mêlent à la poussière, ce n'est pas la fin, mais une autre manière d'écrire. Merci. Bravo. J'ai fait des tisines où il y a des bouts de ce petit poème que j'ai récité à la fin. Vous pouvez en prendre. Je les ai imprimés en riso au laboratoire Tao, donc ça aussi, c'est écolo. Merci beaucoup. Merci énormément à tout le monde qui ont travaillé aussi très fort pour la présentation et pour le maintien des délais accordés à chacune des présentations. Donc, félicitations. On va maintenant prendre les questions, mais il faut le signer, c'est vraiment pas facile. On va prendre les questions. Ça va terminer notre blog d'aujourd'hui. Puis ensuite, on s'en va tout doucement vers un cocktail. Fait que si jamais... Ouais. Fait que les questions... Claude va nous indiquer dans quel local se trouve la démo de robotique. Donc, oui. Yeah. Moi, j'en ai une question qui s'adresse aux pratiques de Florence et de Catherine. Je pense qu'il y a une part tellement importante qui est donnée à l'écoute, puis je suis pas reconnue dans la sensibilité, je sais pas, Catherine.
assez similaire aussi. Puis on dirait que dans un contexte académique comme celui où on est en ce moment, la question que je peux pas m'empêcher de me poser, c'est où est-ce qu'on trouve le temps pour toute cette écoute-là? Puis en même temps, c'est tellement beau et inspirant de se dire, hey, ben peut-être que, tu sais, si on commence aujourd'hui, on se dit, ben finalement, c'est ça la recherche, c'est ça le temps que ça prend, puis c'est ça l'espace que ça nécessite. Donc, on a espoir de le changer, mais j'imagine que ça va être encore difficile. Comment est-ce que vous faites pour le concilier, tu sais, dans Je peux y aller, c'est pas on fait tellement de temps pour écouter des séries chez nous quand on n'a rien à faire. Pourquoi on ne prend pas le temps de juste écouter? Moi, c'est le choix que j'ai fait. Alors, il n'y a plus tant de temps passé à me remplir le cerveau de matière vide, mais plutôt d'être dans l'observation et l'écoute. Mais c'est un choix personnel, puis c'est pas le choix de tout le monde, puis c'est bien correct aussi. Mais moi, c'est comme ça que j'ai décidé d'occuper mon chien. Ouais. Oui, j'ai un chien, ça m'aide à sortir dehors. Ben moi, pour ce qui est de la lenteur, je trouve jamais ça assez long. Puis j'ai l'impression que même en invoquant, je veux dire, la lenteur, elle veut toujours la facilité à s'incarner pour vrai. Fait que ça reste je sais pas, un souhait, je pense, de rendre ça toujours. Mais je pense que dans les structures académiques et le travail, c'est pas toujours possible non plus, mais il y a tellement de choses qui prennent du temps. C'est ça, prendre le temps de toute façon de juste comme regarder les amis bouger par dehors. Moi, je fais ça. Moi, Est-ce que, juste avant de prendre François Joseph, est-ce que vous vouliez réagir aussi à la lenteur? Est-ce que ça vous parlait? Non? Peut-être? Je sais pas. Mais juste l'envoûtement de l'observation, moi j'abonde dans ça. Ça a été comme un des modes qu'on a adopté, nous, de se laisser prendre au jeu par l'observation des mouvements, dessins de robots. C'est fascinant autant que ceux qui sont dans la nature. Donc, oui, de prendre le temps. Puis comme on était en immersion pendant 2 semaines, tous ensemble, en fait, on a pris beaucoup de temps aussi pour écouter ce que les ingénieurs avaient à dire des constats d'observation de leur part, ou d'écoute aussi. Avec une artiste en création sonore, Magali Babin, on a aussi amené les ingénieurs à écouter, à observer autrement. Donc, on les a amenés aussi dans une autre démarche, un peu écosomatique, comme ce qu'on a fait avec Germain plutôt. Donc, là, il y a eu contamination, en fait, de nos fascinations pour le mouvement. Puis aussi, les amener en mobilité. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais les ingénieurs étaient tous derrière des tables très carrées. Et puis, on a amené tous les éléments en suspension, puis on a aussi amené les ingénieurs à être mobiles et à se déplacer pendant les installations. Donc ça a changé un peu leur point de vue. Puis moi, j'ai beaucoup raisonné dans votre présentation au changement d'échelle, quand vous dites que vous êtes comme entré dans le micro et puis dans l'observation. Nous, on a aussi joué sur ce rapport d'échelle, puis des points de vue aussi. Si vous venez tout à l'heure, on changera votre point de vue sur les robots en mouvement. Tu rajoutes? Non, ben, si je reviens à la relation au temps, c'est sûr qu'il y a eu un apprentissage du côté artistique et du côté ingénierie, parce qu'on n'avait pas du tout la même relation au temps sans même l'avoir nommé. Mais tu sais, des exemples très clairs sur l'observation, analyse, la contemplation, c'était pas nécessairement des aspects du travail pour lesquels la plupart de mes étudiants avaient la patience de se prêter au début. Puis bon, au fur et à mesure, ça finit par se développer, surtout grâce aux discussions qu'on a eues après, qui ont saisi un peu plus la pertinence de prendre le temps de se laisser aller dans cette contemplation-là. Et de l'autre côté, ben, il y avait une relation au temps, bon, c'est peut-être un peu caricatural, mais si on avait une marionnettiste qui demandait, bon, mais j'aimerais ça que le robot fasse ça. Oui, ça sera pas long. Ben, ça, normalement, ça pourrait être 2, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, parce que finalement, il y a un bug puis un autre. Fait que la relation au temps, ce que nous, on trouvait vraiment simple et rapide à faire, souvent, pouvait être perçu comme étant très long. Par 5 minutes. Ça va être prêt dans 5 minutes.
Une expression qui est très chagrinante, c'est « je vais perdre mon temps ». Quand j'entends ça, ouais, mais si je fais ça, je vais perdre mon temps. Je trouve ça, c'est chagrin, ça me chagrine. Donc, voilà. Ben, merci. Camille, après, on avait François Oui. Joseph, puis ensuite, bon, J'ai une question conjointe pour Florence et Catherine. Vous êtes designer de formation. Moi, j'ai plusieurs chapeaux, disons, mais celui de biologiste aujourd'hui. Il me semble que ce que vous faites, c'est une approche qui est très proche des naturalistes qui vont sur le terrain. Et je me demande, parce que ça rebondit sur la question que Jean a posée tantôt, on utilise souvent des références en sciences humaines ou en philosophie, plutôt que des références en histoire de l'art quand on fait de la recherche-création. Ma question, c'est que vous citez Bredotti et Haraway, c'est des autrices que j'adore aussi, mais est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec des biologistes, des entomologistes, des botanistes, des géologues, pour peut-être avoir une autre façon de regarder, d'écouter, d'entendre? C'est une question intéressée que je pose. D'abord, au laboratoire Tao, dans ce projet de recherche, on travaille déjà avec le département de géologie de l'UQAM. Donc là, on s'intéresse vraiment à la composition des roches, de la terre, de comprendre aussi comment d'aller les étudier, de comprendre leurs propriétés, leurs noms, leur composition, comment ça influence aussi notre façon de travailler avec ces corps-là. Puis c'est drôle que vous parliez des entomologistes parce qu'on a fait un partenariat dans un cours que je donnais la session d'automne passée avec Maxime de l'Insectarium. Donc on a travaillé conjointement ensemble pour faire travailler les étudiants sur la biophilie et a émergé de ces projets-là des façons de nourrir la méthodologie que je partageais aujourd'hui. Donc oui, au contact de ces gens-là, les projets se déploient et prennent de nouvelles perspectives, mais pour moi, c'est le début de quelque chose, je veux continuer à le faire. Ben, pour ma part, dans le cadre de la temporalité du projet de maîtrise, là, je me suis dit, bon, je ne peux pas tout répertorier sur le champ des possibles, c'est comme si tout petit, mais c'est immense. Puis je me suis dit, ben, si j'ai pas accès à une compréhension scientifique des choses, parce que j'ai un background en nature, j'ai fait de l'ornithologie, puis j'ai toujours envie de accumuler un peu des données sur ce que je vois. Puis là, je me suis dit, les seules données que j'ai envie d'avoir dans ce projet-là, c'est des données sensorielles. En fait, c'est des données qui sont issues juste du contact, d'un contact un peu plus peut-être égalitaire entre moi et l'extérieur, plutôt que d'une posture d'observation puis de catégorisation des informations d'expérience. Mais je pense que les pratiques sont conjointes, puis il y a des affinités. Donc, on avait Camille aussi. Mais j'ai plus de questions. Non, elle était en fait plutôt pour Catherine, justement sur le partenariat avec les géologues, donc tu as parfaitement répondu, je te remercie. Puis ensuite, elle Oui, mais si quelqu'un d'autre allez-y, c'est juste des points sémantiques. En fait, parce que. Donc, merci à vous deux. Peut-être qu'il y avait vraiment une distinction de forme et d'intention entre la première présentation et les deux. Mais c'est juste, en fait, j'ai sursauté, excusez-moi, je réagis, j'ai sursauté en entendant la maladie de la Terre et la stabilité acquise. Stabilité acquise pour qui? Pour nous les humains, mais il y a beaucoup de peuples en fait qui se sont déjà effondrés, qui ont été achevés. Stabilité acquise pour qui? Pour quel peuple? Si on pense à Gaza aujourd'hui, je ne suis pas certaine que l'on puisse parler de stabilité acquise. Vous avez parlé de la crise écologique, une crise on s'en sort. En fait, ce qui n'est peut-être pas le cas avec notre situation. D'autre part, et en fait, la Terre, elle a 4,6 milliards d'années. Notre atmosphère date de 16 milliards d'années. Elle est passée par des états d'effondrement et d'instabilité permanente. Et en fait, elle survivra. Enfin, c'est pas la Terre qui est touchée, c'est l'espèce humaine et tout vivant qu'on est en train de sacrifier et s'approcher. Et voilà, c'était juste pour encore marquer cette tendance anthropomorphique
pour décrire ce qui est en train de se passer, et d'où la problématisation du langage que vous citez, puisqu'on est incapable de marquer cet effondrement qui arrive et cette transition qui est en train de se faire. Mais c'était juste un point sémantique et je trouve que c'est important aussi. Ouais, si je peux rebondir, d'abord j'essaie de vous répondre avec beaucoup de bienveillance. Je pense que quand on présente des recherches comme Florence ou comme moi, on les présente d'abord avec beaucoup d'amour pour la Terre et beaucoup de respect pour l'environnement, et peut-être qu'on ne va pas puiser les mots justes que vous souhaitez entendre dans ce type de recherche-là, mais par contre, on y va avec beaucoup de poésie, et pour nous, c'est notre façon de partager la recherche, qui est peut-être une façon différente de la partager, soit, mais qui est une façon tout aussi valide que la vôtre. Et si on utilise ces mots-là, c'est pour aller toucher les gens qui sont peut-être pas des académiciens et qui ont besoin de se faire raconter les choses différemment. Dans ma pratique académique, pour moi, il y a la volonté de démocratiser ce que je fais, et pour moi, ma façon de le raconter comme ça fait partie de la démarche. Oui, après, il y a des mots aussi qui importent. On utilisait interface, de connecter, est-ce que c'est les mots? Voilà. Moi, en fait, la problématique, c'est aussi les mots dont on parle de cette relation-là, et je trouve qu'on a parfois aussi tendance à utiliser un langage mécanique, numérique, issu de la numérisation sur quelque chose qui est peut-être de cette ordre-là, et d'où la difficulté en fait de parler de ces relations. Eh bien, on pourra aller prendre un café ensemble si vous voulez pour en parler, ça va me faire un grand plaisir. Mais Catherine, puis dans la promotion, j'en ai parlé un peu, mais on questionne quand même la façon de témoigner d'expériences incarnées, corporelles, d'échanges avec ce qui nous entoure. Puis c'est pas des choses qui se traduisent toujours en mots. Puis moi, si aujourd'hui j'avais pu, j'aurais pu mettre du son, en fait, là-dessus, je présente cette méthodologie-là avec beaucoup de vidéos, de son, parce que ça permet de rendre compte de quelque chose en dehors de justement, qu'est-ce qui va être le plus précis possible. C'est difficile d'aller chercher un langage parfait, des fois, pour parler de choses qui sont tellement incarnées, qui sont tellement sensibles. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi on parle pas de poésie au lieu d'ethnographie? Parce que quand vous placez le mot ethnographie, il y a un contrat avec l'ethnographie qu'il faut tenir. Donc, si on fait de la poésie, on dit c'est de la poésie, c'est de l'ethnographie, mais on y va avec l'ethnographie. En fait, c'est ça. Puis je pense qu'on pourrait prendre un café. C'est maintenant qu'il faut en discuter, mais c'est maintenant qu'il faut en discuter de manière ouverte et publique. En fait, c'est ça, cette question-là. On invoque des méthodes avec lesquelles on a peut-être pas demandé le consentement de ces méthodes-là. J'aimerais savoir si les ethnographes sont d'accord à dire est-ce que c'est une ethnographie. Et moi, je pense qu'on a le droit de dire que c'est de la poésie. Faire la recherche-création, on peut dire que c'est de la poésie. On peut dire que c'est de la photographie. On peut dire que c'est de la musique. Et j'ai l'impression qu'on évacue ces identités-là artistiques-là, on les a évacuées au profit d'une identification à des sciences qu'on ne maîtrise pas et qu'il y a des sciences qui ne nous ont pas non plus donné la permission de les invoquer. Est-ce que je peux répondre? Excusez-moi. Parce que l'ethnographie sensorielle, on travaille maintenant exactement, les ethnographes travaillent exactement dans la foulée de ce qu'ils travaillent. Je pense au texte de Panini, qui est absolument extraordinaire, qui parle de la recherche zombie et de la recherche vivante. Et puis moi, je trouve au contraire que l'ethnographie est passée du positivisme, et puis elle a fait l'ensemble de toutes les écoles. Et puis maintenant, il y a une forme d'ethnographie où on pense que seulement la poésie, les rituels peuvent rendre compte du ressenti de l'ethnographe. Est-ce qu'il y a un ethnographe ici qui pourrait nous dire « Oui, je suis d'accord ». Tu comprends? En fait, j'ai une très bonne bibliographie que je pourrais te fournir. Mais ici, non, mais c'est vrai que c'est important. Parce qu'il y a des domaines aussi, les ethnographes en général, il n'y a pas juste un type d'ethnographe, mais il y a des débats d'ethnographie là-dessus actuellement. Tu comprends? Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que nous, ici, on est capable de parler à la place des ethnographes? C'est juste la question que je me pose. L'ethnographie sensorielle, c'est arrivé d'un désir, en fait, parce que dans le travail ethnographique, il y a beaucoup de contact avec l'autre. Il y a une culture qu'on étudie. Puis, dans l'ethnographie sensorielle, on faisait entrer, en fait, des composantes d'expériences sensorielles en échange avec l'autre. Ça pourrait être partager un repas, puis s'attarder
aux épices, aux odeurs, à l'odeur de l'ombre, par exemple. D'aller connecter comme ça, puis il y a comme toute une vague en fait, d'ethnographes qui s'intéressent au vivant, au plus qu'humain, puis qui se sont dit ben, comment on pourrait récupérer en fait ces ancrages-là méthodologiques, puis les transférer dans la compréhension de l'autre, qui est de la nature, par les perceptions, puis par les approches technologiques. Mais c'est approuvé. Non, mais c'est débattu aussi. Je vous propose de plusieurs choses. Qu'on se partage des références, qu'on aille prendre des cafés et qu'on invite des ethnographes. Oui, exactement. J'aimerais ça en avoir. Des vrais ethnographes. Comme j'aimerais avoir des autochtones quand on parle d'eux aussi. OK. Alors, je vous propose de prendre une autre intervention si c'est toujours pertinent. Puis sinon, ben, de tranquillement se diriger vers le cocktail, de poursuivre ces discussions-là. C'est le cocktail qui va venir à nous. C'est ça, je me dis. Le cocktail viendra à nous? C'est ça. Êtes-vous tanné? Voulez-vous qu'on continue? Voulez-vous qu'on arrête? Non, mais ça commençait à devenir intéressant. C'est intéressant On peut ça, mais je voulais dire que la raison que d'autres ethnographes sont peut-être pas ici, c'est qu'il y a une conférence Uncommon Senses, le Sensory Ethnography. Je viens d'arriver de cette session, c'est vraiment intéressant. Et ouais, je pense que j'ai hâte de continuer la discussion verbalement et dans les autres sens aussi. Ben, je propose qu'on aille tous les voir. Quelque chose de génial pour la face, il y a beaucoup plus de gens que de conférenciers et c'est vraiment magique. Tu sais, en général, c'est pas aussi peuplé. En tout cas, je suis comme très content de voir qu'il y a autant de gens aujourd'hui. C'est vraiment stimulant. Okay, ben, je vous propose que là-dessus, parce qu'on peut aussi continuer la discussion sans être filmé aussi, donc on pourrait terminer ça ici. Vraiment, je vous remercie pour votre générosité, votre honnêteté, tout ce que vous avez livré aujourd'hui. C'était vraiment un grand plaisir, puis on se reprend demain.